Salut Tarek, comment vas-tu? Tu vas bien? Salut Farid, moi ça va. Et toi? Ouais, bah ça va très bien. Là, tu m'invites dans un cadre magnifique. Honnêtement, je connaissais pas et c'est hyper joli. Franchement, bravo en tout cas pour l'endroit. Merci. Je vous présente Tarek, qui est Head of Sales de Yassir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que je crois qu'il y a différentes branches chez Yassir, c'est ça? Exactement. D'accord. On a le Yassir VTC. D'accord. Ça c'est le service où on est connu le plus. C'est pour le transport de personnes. Et on a Yassir Express. D'accord. C'est un peu l'équivalent en France de Uber Eats ou Deliveroo. D'accord. Du coup, sur cette business unit, moi je suis Head of Sales. D'accord. Concrètement, ça veut dire quoi? Je gère les performances commerciales des équipes de sales en Algérie, en Tunisie, au Maroc et au Sénégal. D'accord, ok, 3 pays. Ouais, pour détailler un peu plus, c'est que sur notre business de food delivery, il y a 3 axes très importants. On a les clients qui achètent sur la plateforme, qui commandent. On a les livreurs qui livrent et on a les partenaires qui vendent. Les partenaires, c'est principalement des restaurants. D'accord. Donc un commercial chez Yassir Express, son rôle, c'est de signer des partenariats avec des restaurants pour qu'ils soient présents sur notre plateforme. D'accord. Parce que nous, on intéresse qu'il y ait un maximum de contenu sur la plateforme, un maximum de restaurants pour que nos clients puissent trouver ce qu'ils veulent. Du coup, moi, je suis la performance de tous ces commerciaux sur tous ces pays pour m'assurer que chaque mois, nous avons de plus en plus de partenaires qui sont présents sur la plateforme, qui vendent et qui grandissent dans notre plateforme. D'accord. Ok, en tout cas, ça tombe très bien, puisque de toute façon, la thématique, je crois, aujourd'hui, tu m'as dit qu'on allait parler sales et management, hein, c'est bien ça. C'est ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, ces deux sujets-là, là, on a vraiment un expert, hein, c'est Head of Sales de Yassir, donc entreprise internationale. C'est combien dans le monde vous êtes? Alors actuellement, nous sommes présents sur 6 pays. 6 pays, d'accord. Donc principalement sur le Maghreb, c'est notre marché, on va dire, le plus grand. D'accord. Mais Yassir a aussi une présence donc, au Sénégal. Et ils ont des bureaux en Égypte, à Dubaï et en France. D'accord. Liés à d'autres métiers comme le développement, etc. D'accord. Donc autant vous dire que c'est du sérieux. Mais avant de démarrer, je tiens à vous dire que le podcast de Zarmata Crée ta boîte est sponsorisé par Sales Telecom Academy. Donc c'est une école qui permet à des personnes qui veulent se lancer dans un business. En l'occurrence, là, c'est vraiment de la téléphonie B2B. Donc je vous invite, j'ai mis un lien autour de cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur le lien si éventuellement ça vous intéresse de vous lancer dans la téléphonie B2B, puisque de toute façon c'est un domaine qui ne connaît pas la crise. Contrairement à d'autres domaines. Tu gères combien de commerciaux dans ton équipe, dans ta business unit à peu près? Alors, entre l'Algérie et le Maroc, sur lesquels je me concentre le plus actuellement, il y a à peu près 16 commerciaux. 16 commerciaux? Exactement. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui nous regardent? Qu'est-ce qu'un bon commercial? Comment trouver les top performeurs? Comment vous faites justement chez vous pour trouver les meilleurs? J'ai envie de vous dire ça comme ça. Alors, si je devais donner un conseil pour quelqu'un qui s'intéresse à la vente ou qui souhaite devenir commercial, en fait, on a une idée qui est, je dirais, fausse sur la vente. C'est que pour être un bon commercial, il faut avoir de la charge. Il suffit de savoir parler et que ça suffit pour être un bon commercial. Et j'avais cette idée aussi quand j'ai débuté dans la vente. Et très rapidement, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Et quand j'ai commencé à faire des recherches et à m'intéresser à la vente, au métier de commercial, j'ai compris que la vente était le résultat d'un process. C'est un process logique et rationnel et qui est vrai dans tous les marchés, dans tous les pays. Et je l'ai vérifié moi-même, que ce soit en Algérie, au Maroc ou au Nigeria. C'est des pays où j'ai travaillé dans la vente. Et ce process, je le diviserai en 7 étapes. On a en premier la prospection, c'est rechercher des nouveaux clients. Ensuite, la prise de contact, la découverte, poser des questions pour identifier le besoin. Ensuite, on a la présentation, présenter votre solution, répondre aux objections, closer le deal, faire le suivi et obtenir des recommandations. Et ce process-là, il s'applique à tous les marchés, à toutes les industries et à tous les pays. Exactement. Et pour moi, un bon commercial, justement, c'est un commercial qui connaît très bien ce process, qui le comprend et qui le maîtrise. D'accord. Ça, pour moi, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est travailler dans une industrie
ou bien vendre un produit ou un service dans lequel on croit, pour lequel on a de l'enthousiasme. Et l'une des définitions qui me plaît le plus dans la vente, c'est que la vente, c'est le transfert d'enthousiasme de l'esprit du vendeur à l'esprit du prospect. Quand vous arrivez en fait à transférer votre enthousiasme. Je vais la garder celle-là. C'est vrai? Ah, c'est gratuit. Mais ça, c'est une définition qui pour moi a beaucoup de sens. Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a déjà eu l'expérience quand on va dans un magasin par exemple et qu'on parle à un vendeur et qui nous semble complètement démotivé, qui répond à peine à nos questions. On n'a même pas envie de poursuivre la conversation. Par contre, quand la personne croit réellement en son produit, en fait, elle est beaucoup plus efficace. Ça, pour moi, c'est les deux conditions, on va dire, très importantes pour réussir en tant que vendeur. D'accord. De toute façon, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que forcément, moi aussi, j'ai une équipe commerciale. Et effectivement, je te rejoins. Un commercial qui n'est pas convaincu de son produit, honnêtement, vaut mieux qu'il aille travailler ailleurs. On est d'accord sur le sujet. C'est ça. Et après, tu me parles donc des 7 étapes. Justement, chez Yassir, aujourd'hui, dans ta business unit, vous utilisez quel type de prospection? Est-ce que vous faites de la prospection sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites de la prospection téléphonique? Quel est le mode qu'on utilise le plus? Voilà, que vous utilisez pour aller chercher des clients? Alors, vu la nature de notre business, vu que nos cibles, c'est principalement des restaurants, tout ce qui est LinkedIn, emailing, ça ne marche pas pour nous. Parce que c'est une cible qui n'utilise pas ces canaux de communication. On est d'accord. Du coup, nos principaux outils pour faire de la prospection, c'est le cold calling. Donc à travers des bases de données, tout simplement sur Google ou les réseaux sociaux. Donc nous sommes continuellement en train de chercher des restaurants à travers Internet. C'est du cold calling, prospection téléphonique, et c'est de la prospection terrain. D'accord. En fait, les commerciaux sont répartis sur des zones géographiques et ils font de la prospection terrain pour découvrir à chaque fois des nouveaux restaurants qu'ils n'ont pas encore vus. Et donc, c'est du cold calling et de la prospection terrain. C'est les deux canaux principaux qu'on utilise pour générer des leads. D'accord. Et prospection terrain, effectivement, ça c'est un sujet qui m'intéresse. D'accord. Je suis commercial par exemple chez toi. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je dois dire quand j'arrive chez au restaurant? Okay. C'est quoi? Il y a une trame? Est-ce qu'il faut respecter quelque chose? Enfin, je sais pas. Quelle est la méthode pour les aborder en prospection physique? Très bonne question. Alors, je suis un fervent croyant en la préparation. D'accord. Pour moi, la définition d'un professionnel, c'est quelqu'un qui se prépare. Et quand je parle de préparation, c'est-à-dire que vous devez vraiment savoir par quoi vous allez commencer, par quoi vous allez enchaîner, par quoi vous allez terminer, quand par exemple vous allez visiter un prospect. Du coup, ce qu'on fait, c'est que chaque dimanche, parce qu'on a géré, la semaine commence le dimanche. Oui, exact, oui, c'est vrai. On fait ce qu'on appelle une séance de PDR. C'est un concept anglais, c'est Practice, Drill, Rehearsal. S'entraîner, enchaîner et reproduire. Et justement, on s'entraîne à quoi dire à un prospect au début, par quoi continuer, quelles sont les questions à poser, comment répondre aux objections. Du coup, un commercial, quand il va chez un restaurant pour la première fois, en fait, il ne s'agit pas de rentrer chez lui, de commencer directement à lui expliquer ce qu'est Yassir et pourquoi il devrait faire un partenariat avec nous. C'est se présenter, bien sûr, très simplement. Et la phrase qu'on dit en général, c'est « Nous sommes venus vous rencontrer pour vous connaître vous d'abord et connaître votre établissement. Et ensuite, nous allons voir si on peut faire affaire ensemble. » En fait, ça enlève beaucoup de pression chez le prospect parce que vous ne lui dites pas que vous êtes là pour lui vendre, mais d'abord pour le connaître, connaître ses problématiques, comprendre sa situation. Et ensuite, nous verrons si on peut faire affaire ensemble. Si on peut faire affaire ensemble, d'accord. Très bien. Et là, on enchaîne par des questions de découverte. On essaie de connaître l'historique de son restaurant. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette spécialité plutôt qu'une autre? Des fois, c'est des questions toutes bêtes, mais qui créent ce lien de confiance. Par exemple, pourquoi vous avez choisi ce nom pour cet établissement? Et des fois, il vous raconte une histoire personnelle. Par exemple, c'est ma petite fille qui m'a dit tel mot. Et du coup, et là, vous créez de la proximité avec le prospect. Et une fois qu'on a posé un certain nombre de questions, ensuite, on commence à présenter notre solution au prospect. Et quand je parle de présentation, et ça c'est un point très important, beaucoup de commerciaux, quand ils présentent, ils parlent de l'entreprise. Nous sommes une grande entreprise, nous faisons cela, nous avons beaucoup de clients. Ce genre de discours n'intéresse pas le prospect, en vrai. Quand on parle de présentation, c'est plutôt, selon les informations que vous avez eues dans la découverte, lui présenter en quoi votre solution
est une bonne affaire pour lui. Bien sûr, C'est aussi simple que ça. Et de ne parler que des choses qui intéressent le prospect. Exactement. En quoi Yassir va lui rapporter des nouveaux clients, va l'aider à se libérer de la livraison, générer de la visibilité et tout simplement lui rapporter de l'argent. C'est ça en fait que le prospect. Donc si j'ai bien compris, donc quelqu'un qui fait de la prospection, il enchaîne sur le rendez-vous ou alors il est là que pour prendre un rendez-vous? Alors, ça dépend. En fait, si par exemple, si ça a commencé par un appel téléphonique, donc pour l'appel téléphonique, on ne cherche pas à vendre Yassir. On cherche à obtenir un rendez-vous. D'accord? Donc, pendant le premier appel, l'idée c'est d'identifier qui est le decision maker, c'est qui est la personne qui a l'autorité pour prendre la décision et de prendre rendez-vous avec cette personne. Et durant la visite, c'est d'enchaîner sur la découverte, la présentation et idéalement closer le deal sur le coup. D'accord. Sinon, reprogrammer un deuxième rendez-vous s'il y a une nécessité. Tu as parlé de la méthode. D'abord, la méthode et bien sûr le savoir-être, c'est-à-dire d'être hyper enthousiaste. Pour toi, parmi toutes les phases de la vente, quelle est la phase la plus importante pour toi? À partir du moment où tu as le rendez-vous, je ne parle pas de la prospection, je parle vraiment quand tu as un rendez-vous, quelle est la phase la plus importante pour toi? Alors, pour moi, il y en a 3. D'accord. D'accord. La première, c'est la prise de contact. D'accord. C'est le premier moment où vous rencontrez un prospect pour une première fois. Il y a un concept que j'ai appris de Jordan Belfort, c'est le Loup de Wall Street, et il parle de la règle des 4 secondes. En fait, c'est 4 secondes, lui? Exactement. En fait, ce qu'il dit, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, surtout dans un contexte B2B, la personne, en 4 secondes, elle va se faire un premier avis sur vous. Soit elle va vous considérer comme un expert ou un amateur. Si elle vous considère comme un expert, elle va vous laisser le contrôle de la conversation et elle va écouter ce que vous allez lui dire et vous avez beaucoup plus de chances qu'à la fin, elle accepte votre proposition. Soit elle va vous considérer comme un amateur et du coup, elle va commencer à vous interrompre et elle va vous demander de la rappeler, etc. Qu'est-ce qui fait que vous êtes considéré comme un expert ou un amateur? C'est le plus important. En 4 secondes, ce n'est pas une question de mots, parce qu'en 4 secondes, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Par contre, c'est votre apparence. Est-ce que vous vous présentez comme un pro, un professionnel? Et je sais que c'est un peu cliché et old school, mais psychologiquement, un costume et une cravate est toujours associé à un expert. C'est pour ça que quand on va dans les plateaux télé, dans les conférences, quand on a des experts, ils sont toujours habillés avec un costume et une cravate. Parce que ça renvoie à une image chez les gens que cette personne est un expert et que je dois l'écouter. Deuxièmement, c'est la façon avec laquelle vous exprimez votre langage corporel. Quand vous venez voir quelqu'un pour la première fois et que vous êtes timide et hésitant, automatiquement cette personne se dit que cette personne c'est un amateur. Il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Par contre, quand votre voix est forte et que votre poignée de main est forte et vous vous exprimez de façon éloquente, automatiquement, la réaction psychologique qui suit, c'est que cette personne-là, c'est un expert, je dois l'écouter. Donc ça, c'est l'une des étapes les plus importantes. Ensuite, c'est la découverte. Oui, qui prépare justement à la suite, quoi, en fait. C'est qui donne la température. Exactement. La découverte, pour moi, je pense, c'est l'étape où on doit mettre le plus de temps. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a 2 objectifs à réaliser. Le premier, c'est de créer un lien de confiance avec le prospect. En s'intéressant à la personne, en la laissant parler jusqu'au bout, en l'écoutant et en lui montrant que ce qu'elle nous dit nous intéresse, ça nous rapproche du prospect et ça crée ce premier lien de confiance qui est indispensable pour faire des affaires ensemble. Le deuxième objectif de la découverte, c'est justement, moi, ce que j'appelle d'identifier le hot button. Le hot button, c'est la raison principale qui va vous pousser à l'achat. Et en règle générale, chaque prospect a une raison qui va le pousser à l'achat. Il y a un bénéfice qu'il recherche dans votre produit ou service. Qui est conscient ou inconscient. Ou inconscient, exactement. Et votre rôle, c'est d'identifier ce hot button et d'appuyer dessus. Lors de votre présentation, ne parlez que de ça. Donc c'est pour ça que la découverte, elle est très importante. Elle vous permet de créer un lien, elle vous permet d'identifier le besoin principal qui va vous aider à closer le deal. D'accord. Est-ce qu'il y a des familles de questions que vous utilisez chez Yassir, par exemple, pour la phase de découverte? Alors, les premières questions, celles dont j'ai parlé au début, c'est s'intéresser à l'historique de la personne. Comment est-ce qu'elle a atterri dans la restauration, par exemple? Ça, c'est une question qui permet de créer un premier lien de confiance. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette spécialité-là?
Est-ce qu'elle a déjà collaboré avec une entreprise comme Yassir qui fait du food delivery? Quelle était son expérience? Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fait de partenariat avec Yassir ou autre entreprise? Est-ce qu'il fait de la livraison? Est-ce qu'il est présent sur les réseaux sociaux? C'est des questions de ce genre qui vous permettent de comprendre la situation du prospect dans sa globalité et de se rapprocher de lui. D'accord. Ok. Et je dirais que l'étape, ou bien la troisième qui est très importante, c'est les objections. C'est la partie la plus crainte par les commerciaux en général. Alors que pour moi, c'est ma partie préférée. Moi aussi. Donc, Alors, pourquoi est-ce que les commerciaux craignent les objections? Je dirais pour deux choses. Parce qu'ils pensent que quand un prospect commence à donner des objections, cela veut dire qu'il ne va pas acheter. Alors qu'au contraire, un prospect qui vous donne des objections, c'est bon signe. Ça veut dire que, de un, il s'intéresse à ce que vous êtes en train de lui dire, il a bien écouté, et qu'il considère l'achat. C'est juste qu'il a un obstacle que vous devez enlever. Et du coup, voilà pourquoi est-ce que les commerciaux craignent cette partie. La deuxième raison, c'est que la plupart des commerciaux, par mon expérience, ne se préparent pas bien aux objections. Ils savent qu'il y a des objections qui reviennent toujours, mais ils n'ont pas une réponse qui est prête, claire et nette pour chaque objection. D'accord. Du coup, pour moi, cette étape elle est importante parce que il faut avoir une réponse précise pour chaque objection qui revient. Il faut savoir comment gérer les objections. Je vais expliquer. Quand vous présentez votre produit ou service, et en général quand vous révélez le prix, on a souvent l'objection du prix qui revient. Ce qui se passe chez les commerciaux, c'est qu'immédiatement, ils commencent à répondre à cette objection. Et ils rentrent dans une sorte de conflit avec le prospect qui ne gagneront jamais. Moi, la méthodologie que j'applique et que j'enseigne à mes commerciaux sur la partie objection, c'est premièrement d'écouter l'objection dans son entier, de laisser le prospect expliquer son blocage ou son problème. La première des choses, la deuxième étape, c'est de vous assurer que c'est la seule objection qu'il a, ou bien est-ce qu'il en a d'autres? Pourquoi? Parce que si par exemple il vous dit j'ai un problème de prix, ok? Et là vous lui dites est-ce que c'est le seul blocage que vous avez aujourd'hui, ou bien vous en avez d'autres? S'il a une deuxième objection, c'est beaucoup mieux d'écouter toutes les objections dans leur intégralité et d'y répondre en une seule fois. Une fois qu'il vous a confirmé que c'est la seule Donc on isole le prix et ensuite on voit s'il n'y Exactement. a pas d'autres objections que ça. Une fois avoir identifié toutes les objections, c'est de les reformuler. Donc si j'ai bien compris, ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est une question de coût. Vous pensez que l'investissement que l'on demande ne sera pas forcément rentable pour vous. En fait, vous reformulez l'objection en problème ou bien en blocage. Et la troisième question que je pose souvent, c'est si on enlève ce problème-là, est-ce que vous êtes prêt à acheter notre produit immédiatement? Ça vous évite qu'à la fin de la présentation, ou bien qu'à la fin du sales process, ils vous disent... Écoutez bien ce qu'il dit, hein. Franchement c'est hyper intéressant. Merci. En fait, ça évite qu'à la fin, la personne vous dise « laissez-moi réfléchir, je ne suis pas encore prêt » ou des choses de ce genre. Si la personne vous dit oui, si vous enlevez ce problème, je suis prêt immédiatement à acheter, là, vous devez rassurer en disant quelque chose comme « on comprend tout à fait votre réaction ». Et d'ailleurs, la plupart de nos clients les plus fidèles ont eu exactement la même réaction que vous quand on leur a révélé notre prix. Donc là on utilise la preuve sociale. Exactement. Et là on enchaîne sur la réponse qu'on a sur la partie prix, etc. Donc pour moi, c'est les trois étapes les plus importantes. C'est la prise de contact, c'est la découverte et c'est la réponse aux objections. Si on maîtrise ces trois parties-là, le reste devient beaucoup plus simple. D'accord. Et quand tu dis on doit rester un peu plus de temps sur la phase de découverte, aujourd'hui, parce que souvent c'est la question qu'on me pose, hein, d'ailleurs c'est une question qui est très récurrente chez les commerciaux, pour ceux qui démarrent bien sûr, combien de temps doit durer une phase de découverte? Bon, je sais que c'est une question un peu bateau, mais... En fait, elle n'est pas bateau, c'est juste qu'elle dépend de la nature du business dans lequel on est et des prospects que nous avons en face. Moi, je dirais que si on devait donner un pourcentage, la partie découverte doit être au moins 50%. D'accord. C'est-à-dire que la moitié de la conversation doit tourner autour du prospect, d'essayer de créer un lien de confiance avec lui et de comprendre sa situation et ses besoins réels. Et les autres 50% vont être répartis entre la présentation, répondre aux objections et closer le deal. D'accord. Et le mieux on fait notre découverte, le moins on a d'objections en fait.
C'est pour ça que je préfère en fait mettre plus de temps sur la partie découverte parce que ça va rendre beaucoup plus facile les objections et le closing. Toi qui as une équipe depuis longtemps, un commercial par exemple aujourd'hui qui a 10 rendez-vous, quel est le taux de transformation idéal pour un bon commercial? Quand on parle de taux de conversion, ça dépend d'un facteur principal, c'est est-ce que c'est un commercial, on va dire inbound ou outbound. Je vais expliquer. Quand je parle de commercial inbound, ça veut dire que c'est un commercial qui reçoit des demandes. C'est-à-dire que ce sont des prospects qui sont plus ou moins qualifiés. Ce sont eux qui sont venus vers vous. D'accord. Parce qu'ils vous connaissent et que votre solution est très connue sur le marché. Sur ce contexte-là, le taux de conversion que j'attends d'un commercial inbound est plus élevé qu'un commercial outbound. Parce que ce sont des prospects qui sont venus vers nous. Donc, en principe, le taux de conversion doit tourner autour de 40% à 50%, si c'est de l'inbound. Si on est sur l'outbound, c'est-à-dire que nous allons vers les entreprises qui ne nous ont pas sollicités, c'est plus compliqué. En moyenne, selon les chiffres que j'ai étudiés, le taux de conversion moyen tourne autour de 20%. 20%. C'est-à-dire que sur 10 prospects, en moyenne, vous êtes supposé en closer 2. D'accord. Ça peut monter et descendre selon le contexte, selon notre entreprise et à quel point nous sommes forts sur le marché ou pas. Mais pour moi, c'est une moyenne qui est convenable. Elle peut monter à 25 jusqu'à 30% pour les meilleurs commerciaux. Mais c'est le chiffre qui revient à peu près sur tous les pays, sur tous les marchés et qui me semble aussi réaliste selon mon expérience. D'accord. Et sur la prospection téléphonique, par exemple, sur sans appel, en général, je parle de décrocher. On va parler d'appel décroché. Parce que je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais en tout cas chez nous, c'est à peu près sur 100 appels, on va peut-être en avoir que 20% qui vont décrocher. On va parler de ces fameux 20%. Combien de rendez-vous je suis censé prendre sur ces fameux 20% de décrochés? En fait, je pense que c'est la même logique qui s'applique. C'est-à-dire que sur 100% d'appels, vous avez 20% qui décrochent. Sur les 100% de ceux qui décrochent, vous allez en avoir 20%. C'est une logique qui s'applique en fait à chaque étape. Et sur ceux avec qui vous avez pris rendez-vous, 100% d'eux, en moyenne, vous allez en signer 20%. En fait, les 20% s'appliquent à chaque étape du process. Chaque étape, exactement. D'accord, j'ai compris. D'accord. La relance, on sait qu'aujourd'hui, en tout cas chez nous dans la téléphonie, je pense que c'est global, on va dire c'est aller voire même 90% du chiffre d'affaires. C'est ça. Qu'est-ce que toi tu diras à un commercial aujourd'hui qui ne relance pas? Un commercial qui ne relance pas, comme tu l'as dit, il passe à côté de 90% de son business. En fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles les commerciaux ne relancent pas, en fait, je pense qu'il y en a deux. Un, c'est un manque d'organisation. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas bien à jour leur CRM pour savoir à quel moment il faut relancer X ou Y. La deuxième des choses, c'est quand ils sont rejetés par un prospect, en fait, ils sont beaucoup plus hésitants à le recontacter parce qu'ils se disent qu'il va encore dire non. Alors qu'on sait par les chiffres que pour closer un prospect, il faut au minimum l'inviter 4 fois à acheter votre produit ou service. Donc, quand vous entendez un premier non, c'est juste une étape pour arriver à un oui, qui viendra peut-être à la 3e, 4e ou 5e relance. Du coup, le commercial doit comprendre ça, c'est que le non est nécessaire. Et il faut relancer les prospects, que cela soit 4 fois, 5, 6, même 10 fois. En fait, la situation des prospects change. J'ai connu des personnes, des prospects qui, quand je leur ai parlé un jour, ils m'ont dit « on ne fera absolument pas affaire, je n'ai pas envie d'acheter votre produit ou service ». 3 mois après, des fois, c'est eux qui nous rappellent. En fait, j'ai envie d'acheter votre produit ou service parce que leur situation a changé. Du coup, la relance est indispensable en fait. Et il faut que le commercial soit assez organisé pour bien enchaîner ses relances. Il faut aussi que le manager ou la personne qui gère soit au taquet par rapport à ça. Il doit vérifier constamment la pipeline de ses commerciaux pour voir chaque prospect, il est à quelle étape, à quel moment on doit le relancer. D'accord. Et pareil pour la prospection téléphonique, j'imagine que, est-ce que vous avez des objectifs chez Yacine, bien sûr de rendez-vous, mais aussi de qualification de fichiers? Est-ce que ça, vous le faites aussi? Est-ce que vous qualifiez, est-ce qu'il y a des objectifs
Je sais que chez nous, par exemple, on doit qualifier à peu près une vingtaine d'entreprises par jour, en plus bien sûr de la prise de rendez-vous, parce qu'on sait que les 20 entreprises qu'on va qualifier, c'est du futur business en fait, c'est de la relance. D'accord. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors, actuellement, nous sommes sur un système de SDR. D'accord. On vient de l'implémenter. D'accord. C'est-à-dire que nous avons un seul SDR pour le moment. D'accord. Dont le travail, justement, c'est de faire de la qualification, de la prospection téléphonique d'accord. et de la prise de rendez-vous pour les commerciaux. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a une base de données qu'il contacte chaque jour et il prend des rendez-vous qui met directement dans l'agenda des commerciaux. D'accord. Ok. D'accord. Du coup, actuellement, vu que nous venons de lancer ça, nous avons seulement un objectif de prise de rendez-vous pour le SDR. Et il a un objectif de 10 rendez-vous par jour. D'accord. Donc, c'est la logique sur laquelle nous sommes actuellement. Tarek, tu m'as dit qu'au-delà d'Yassir, tu avais envie de te lancer peut-être, tu avais l'ambition en tout cas d'aider les jeunes Algériens à monter en compétences au niveau de la vente. Est-ce que tu peux justement nous en parler? Parce que je pense que ça va vraiment servir la communauté algérienne, quoi. Alors, sur le métier de commercial, si je devais donner je vais commencer par un contre-exemple. Aux États-Unis, vu que c'est un marché qui est hyper concurrentiel, la fonction de commercial est stratégique. Par exemple, sur n'importe quel type d'industrie, vous allez trouver 100 opérateurs. Vu qu'il y a tellement d'offres, la concurrence est hyper difficile. Du coup, le rôle de commercial est encore plus important parce que c'est lui qui va aller se battre pour chaque client et chaque part de marché. Du coup, la conséquence, c'est qu'aux États-Unis, depuis les années 70, le métier de commercial a été structuré et ils ont fait des études dessus, des analyses chiffrées et ils ont vraiment poussé la logique très loin. Et ils ont beaucoup d'experts dans la vente, des conférences, des livres, ce qui a fait que le métier de commercial est monté en compétences et il a été valorisé, que ce soit en termes de skills ou en termes de revenus. Chez nous, c'est très différent. Vu que c'est un marché qui n'est pas concurrentiel, la fonction de commercial n'est pas très importante et on n'en perçoit pas l'importance. Moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, mon objectif, c'est de faire monter le niveau de compétence dans cette fonction, d'accord? Il y a cette mouche qui m'a... Elle perturbe tous les deux là. J'en prends. Moi, mon objectif, en fait, c'est premièrement faire monter en compétence la fonction de commercial en Algérie. Lui donner une structure, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui travaillent dans le domaine font du freestyle. Ils n'ont pas une structure claire dans le métier. Et deuxièmement, c'est de valoriser cette fonction, de montrer et d'expliquer aux entreprises que la fonction commerciale est au cœur de toute sa stratégie. Tu prêches un convaincu. Exactement, parce qu'en fait, premièrement, le but d'une entreprise, on le dit souvent, c'est de faire du profit. Bien sûr. Hein. Mais en réalité, l'objectif d'une entreprise, c'est d'acquérir des clients et de les garder avec un coût optimal. Et la conséquence de ça, c'est le profit. Du coup, pour acquérir des clients, il faut des équipes commerciales qui sont au taquet et qui sont professionnelles. Et du coup, pour revenir à mon objectif, c'est véritablement professionnaliser le métier et de le valoriser, que ce soit en Algérie ou dans toute l'Afrique. D'accord. Et du coup, ça pourrait se concrétiser comment? C'est quoi? C'est un centre de formation? Ça pourrait se concrétiser comment? Alors, premièrement, j'ai commencé à publier du contenu sur la vente, sur LinkedIn, pour partager le peu que je sais sur la fonction. Et je suis actuellement en cours de lancement pour des formations en bénévolat pour des centres de formation en Algérie. D'accord. Pour partager avec des jeunes diplômés, des personnes qui s'intéressent à ce métier. Et ensuite, ça se fera par des formations, que ce soit pour des organismes lucratifs ou pas, des formations en entreprise et idéalement une école de formation orientée sales. Ok, on va suivre ça. On va suivre ça de près. On va parler management, puisque forcément, j'en profite, puisque tu es Head of Sales de Yassir. C'est quoi pour toi la conception, enfin on va dire, qu'est-ce qu'un bon manager? Allez, je te pose la question comme ça. Alors, qu'est-ce qu'un bon manager? C'est une question assez vaste. Alors, ma conception du management, c'est
le rôle d'un manager se divise en deux choses, je pense. En partie, nous avons la gestion humaine. D'accord. C'est gérer les ressources humaines qu'on a dans une équipe, que ce soit à travers le recrutement ou bien la formation et le suivi et la montée en compétence de vos collaborateurs. Et là, à mon sens, il y a je dirais, une erreur ou bien une mauvaise conception du management qu'on a, que ce soit en Algérie ou dans plusieurs autres pays. C'est assez répandu. On pense que le rôle d'un manager, c'est de contrôler son équipe et de la faire obéir à ce qu'il veut faire, ce qu'il veut réaliser. Et quand on part avec cette logique-là, c'est ce qui crée le toxic management, dont on voit souvent des posts sur LinkedIn et des mimes un peu partout. En fait, le vrai rôle d'un manager, c'est de s'adapter à son équipe. Pourquoi ? Quand on gère l'humain, on a affaire à différents types de profils, différentes personnalités. Les gens étant différents, ils ne se gèrent pas de la même façon. Pour moi, un bon manager, c'est celui qui arrive à comprendre les différences de personnalité qu'il a et qui adapte son management à ces personnes. Pour moi, c'est ça un manager. C'est une personne qui fait briller les autres et qui comprend qu'il est un peu comme une sorte de coach dans le football. Ce n'est pas à lui d'aller marquer les buts, ce n'est pas à lui d'être sur les affiches, ce n'est pas à lui de tirer la gloire. C'est quelqu'un qui doit créer un système dans lequel les différentes individualités trouvent leur place. Et par exemple, si vous êtes, je vais donner l'exemple d'Ancelotti, si vous gérez Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et d'autres joueurs, vous n'allez pas gérer Cristiano comme une autre personne. Cristiano Ronaldo, il a son ego, il sait qu'il a une très grande valeur, et Ancelotti, il doit prendre ça en considération. Il ne peut pas venir et commencer à dire à Cristiano, non, tu fais comme ça, je te dis. Il y aura un conflit. Les managers en général n'arrivent pas à concevoir les choses comme ça. Ils veulent que tous leurs collaborateurs s'inclinent en quelque sorte devant eux, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le rôle d'un manager, c'est de veiller à ce que, bien sûr, les objectifs qui lui sont fixés soient atteints. Et il doit faire en sorte que tout ce qu'il fait et tout ce que fait son équipe va dans le sens de cet objectif-là. Il ne doit jamais perdre en vue, en fait, l'objectif ultime, qui est la rentabilité de son département. Ça, c'est un aspect qui est très important. C'est l'humain, faire en sorte que votre équipe performe dans les meilleures conditions et faire en sorte que vous générez du profit. Ça, c'est les deux choses importantes. Et justement, tu parles d'objectif, parce que tu dis qu'il faut aller dans le sens de l'objectif. Bien évidemment, on est d'accord sur ça. Mais est-ce qu'un manager aussi peut être copain avec ses commerciaux ? Copain, c'est, je dirais, un mot qui est un peu délicat dans un contexte professionnel. C'est pour ça que d'ailleurs je te la pose. Alors, de par mon expérience personnelle, j'ai déjà été ami avec mes équipes. D'accord. Et ce n'est pas forcément un problème. Il faut que le manager ait la capacité à changer de rôle immédiatement. Je m'explique. Par exemple, quand je sors avec certains de mes commerciaux, dans des endroits, on va dire, qui ne sont pas professionnels, je change d'attitude complètement. Je suis dans une attitude amicale et nous rigolons, etc. Mais il faut qu'ils sachent se faire respecter une fois que nous sommes dans un contexte. En fait, il doit se faire respecter tout le temps. Mais il faut qu'il y ait on sente une différence quand ils sont dans un contexte professionnel, dans l'entreprise, et quand nous sommes en dehors. Donc oui, on peut être amis, mais il faut avoir cette compétence à changer de casquette et le faire sentir à ses équipes. Que d'accord, là nous sommes dans un contexte pro, nous parlons différemment, nous agissons différemment, et là nous sommes dans un contexte tout à fait différent. Si vous n'avez pas, si vous avez une difficulté à faire ce switch, il vaut mieux ne pas devenir ami avec vos équipes parce que ça peut entraîner des situations un peu délicates. Ouais, je comprends. C'est ça. Et le tutoiement ? Ça, honnêtement, ça me dérange pas du tout. D'accord. Pour moi, c'est tutoiement, vouvoiement, c'est des détails. Ce qui importe, c'est la façon avec laquelle ils s'expriment avec vous et est-ce qu'ils appliquent ce que vous leur demandez de faire.
dans les délais que vous recherchez. D'ailleurs, je crois que même aujourd'hui, moi qui travaille avec des entreprises comme SFR Business, enfin, vraiment des grandes entreprises, Ringover, Bouygues Télécom, honnêtement, tous les directeurs commerciaux, même directeurs régionaux, que ce soit même, on se tutoie en fait. Je crois que c'est même, c'est les Américains qui ont lancé un petit peu tout ça. Avant, c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, c'était vouvoiement, etc. Mais maintenant, le tutoiement, il est. Exactement. Il est Ça a quand même, changé. voilà, ça a changé quoi. Dis-moi, tu fais du foot? J'en joue occasionnellement. D'accord. En fait, je suis très mauvais Ouais. au football, mais ça m'amuse énormément d'y jouer. D'accord. Du coup, voilà. Tu sais si t'es droitier, gaucher? Droitier. Mais Droitier? des fois, j'ai l'impression d'être gaucher quand je contrôle avec ma droite. C'est tellement pourri que j'ai un doute. Bon, bah écoute. Hein. Ton club préféré? Le Real Madrid. D'accord, Real. Pourquoi Yes. le Real? Je pense que c'est familial parce que mon grand frère est supporter du club et du coup, j'ai grandi avec ça. Il y a aussi, bien sûr, l'effet Zinedine Zidane. D'accord. Ça a forcément de l'impact. Et Karim Benzema aussi, dont je suis un grand fan. Donc c'est pour ça que je supporte le Real Madrid. Ah ouais, toi, c'est que des ballons d'or en fait. Que des Pas ballons de- d'or et que des Algériens d'origine. Ah, d'accord. Et Kylian Mbappé, t'en penses quoi? Pas fan. C'est vrai? Ouais. Pourtant, il a des origines algériennes. Oui, mais en fait, je trouve que comparé à Zinedine Zidane ou même à Karim Benzema, je trouve que cette nouvelle génération de joueurs de football a beaucoup trop d'ego, qui n'ont pas assez d'humilité dans ce qu'ils font. D'accord. Et ça, j'en suis pas un grand fan. Pour moi, l'humilité, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans la vie. D'accord. Et est-ce qu'il y a un joueur justement en ce moment du Real Madrid que tu apprécies? Peut-être Bellingham un peu. D'accord. Je trouve qu'il a un style de jeu intéressant, qui me rappelle un peu Zinedine Zidane. Après, je ne suis pas trop le football actuellement. J'ai eu une période où j'étais un grand fan, où je regardais quasiment tous les matchs. Mais maintenant, je regarde seulement les grandes affiches, par exemple, finales de Ligue des Champions, etc. D'accord. Est-ce que tu as un club ici en Algérie que tu apprécies? Je sais pas moi, JSK, El Mouldia, De le cœur. CRB, allez. De cœur, je dirais JSK. D'ailleurs, j'ai été une fois regarder un match dans le nouveau stade. D'accord. J'ai trouvé assez impressionnant. Mais je ne suis pas le football en général en Afrique. D'accord. Pourquoi JSK? Parce que tu as des origines. Parce que je suis 100% kabyle. D'accord. Donc c'est pour ça que je T'es supporte. d'où? Je suis du côté de Harbou, Béjaïa. D'accord. Ok. Yes.